Bonjour, c'est Caroline Legleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Barcella est auteur, compositeur et interprète. Il écrit pour lui, il écrit pour les autres. Dans Les Papillons, la langue est très belle et poétique. On reconnaît le parolier tout en finesse, en poésie et en douceur. Émotion et délicatesse dans ce premier roman. Marie Misando fut professeure de français puis libraire avant d'être éditrice au Cherche Midi. Barcella participe à des ateliers d'écriture pour les enfants et souhaitait devenir professeur des écoles. Souci du partage pour les jeunes lecteurs, passion pour les livres, ce qui se lit aujourd'hui avec Barcella et Marie Misando. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et la personne qui l'édite. Aujourd'hui avec une histoire d'amour, de palpitation et de fragilité. C'est l'histoire que vous racontez, Barcella. Bonjour. Et bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir pour Les Papillons, c'est le titre du roman que vous avez fait paraître aux éditions du Cherche Midi, dont nous parlerons dans la seconde partie avec votre éditrice Marie Misando. C'est un premier roman pour vous qui avez jusqu'ici proposé de la musique, un premier roman dans lequel vous racontez un homme alexandrin qui, dans un village de bord de mer, va rencontrer Marie. Une histoire de hasard et de rencontre qui va ensuite devenir une histoire d'amour avec ses contraintes. Comment, Barcella, est né ce roman Les Papillons ? Je pense que j'avais, à l'approche de la quarantaine, l'envie de trouver un espace suffisant pour tricoter et détricoter les sentiments et les émotions qui me traversent. Je viens de la chanson depuis plus de 10 ans. J'ai 4 albums derrière moi et un conte pour enfants. Et j'avais besoin d'un espace un petit peu plus large. Donc, je suis parti avec ma plume. J'ai commencé cette histoire qui était, l'histoire d'une rencontre. Et assez rapidement, je suis arrivé sur ce constat qui traverse un peu mon existence et celle de plein de personnes. On a perdu souvent, un peu avec l'âge, cette capacité à s'émouvoir, à s'émerveiller du monde qui nous entoure. Cette sensation qu'on avait pourtant petit, qui je le trouve, parcourait bien l'enfance. On nous donnait peu de choses finalement et on savait savourer le sucre de l'existence. Je me rappelle très bien de cette phrase de mes parents et de ma grand-mère qui disaient qu'ils avaient des mandarines à Noël, que c'était magnifique pour eux. Et donc je me disais, mais où est passée cette capacité d'émerveillement ? Et puis à un moment, je suis arrivé sur cette idée, mais est-ce que ça ne se rapprocherait pas tout simplement de cette belle image assez onirique des papillons et du bruissement qu'on a lorsqu'on tombe amoureux? Effectivement, c'est une image qui est communément employée pour parler de l'amour entre un homme et une femme, entre deux personnes en tout cas. Mais je l'ai voulu au sens plus général. C'est aussi les palpitations que l'on ressent, ce qui anime le corps. C'est ça aussi les papillons. C'est ça. Et puis pour celles et ceux qui ont eu la chance de vivre vraiment ces émotions-là, c'est toujours quelque chose. Soit quand on tombe amoureux, soit quand on découvre une nouvelle passion. Je crois que j'ai effectivement, moi, à mon échelle, en tant que Mathieu, si vous voulez, j'ai eu ça dans ma vie, en rencontrant de belles personnes, mais j'ai eu ça aussi en rencontrant la guitare quand j'avais 12 ans. Et puis j'ai eu ça il y a pas si longtemps, vraiment en me mettant davantage à ce travail d'écriture, parce que l'écriture des chansons est très ludique, c'est des formats courts, alors que sur un roman, on va embrasser les mots, la musicalité des mots d'une autre manière. Même si dans ce texte, et ça commence d'ailleurs par cela, il y a des textes qui peuvent s'apparenter à des chansons dans la manière dont vous les avez écrits, puisqu'on est plus de l'ordre du poème, donc de la chanson. Je voudrais qu'on présente les personnages des papillons Barcella. Le premier, c'est Alexandrin, celui qu'on va suivre tout au long de ce roman, qui connaît une histoire d'amour finissante avec une femme dont il n'est plus amoureux. Ça commence, votre histoire d'amour, par une histoire de désamour. Il est ébéniste, il a 27 ans et par hasard dans un café, il va rencontrer donc une première fois Marie. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, lui qui, comme vous, vient de l'Est, vient de la Champagne, vient de la région de Reims? Je pense que chaque personnage dans ce roman est une partie ou une extension de moi-même. Je me retrouve absolument dans tous les personnages que j'ai dessinés, que ce soit par le biais de la tendresse ou parfois de la colère toutes les émotions qui traversent ces personnages sont évidemment des émotions que j'ai pu vibrer. Maintenant, Alexandra, je crois que c'est à part pour le personnage de Marie, mais Alexandra est sans doute la part masculine sensible qui m'habite. C'est la part artistique et artisanale, l'ébéniste, proche du bois, proche de la matière, proche
de la douceur du monde, celui qui trouve que la société avance trop vite pour lui. Ça, c'est quelque chose que je partage avec ce personnage-là. Alors évidemment, tout mon roman est à la lisière du conte. Donc j'ai travaillé ces personnages, parfois à la limite de la caricature, hein. C'est le cas pour le bibliothécaire ou pour Mylène, dont vous parlez au départ, qui est plutôt voilà, une femme dont l'existence se résume à l'apparence et uniquement à l'apparence. Donc Mylène, c'est la première compagne d'Alexandrin quand on rentre dans le roman, celui avec qui il est et avec qui voilà, il vit une histoire d'amour qui vraiment se termine. Alors c'est pas vraiment une histoire d'amour, il rencontre une femme qui lui fait se rendre compte vraiment qu'il ne retrouvera pas de sitôt ses, comment dirais-je, ses papillons et ses bruissements-là s'il continue à rester avec avec des amoureuses de télé-réalité, si vous voulez, ou vraiment des filles qui ne vibrent que pour le paraître et l'apparence. Donc évidemment, c'est un court passage sur Mylène et je lui dresse une caricature assez piquante, ce qui me permettra d'ailleurs de mettre Marie davantage en avant ensuite, et Yvonne aussi, on a une autre femme forte. Alors Yvonne, c'est celle qui gère le café des Lilas où ils se rencontrent et qui a une double fonction finalement dans votre roman Barcella. À la fois, elle existe par elle-même, c'est un personnage plein et entier, et en même temps, elle permet de faire avancer le roman puisque c'est avec elle qu'Alexandrin va souvent discuter. Je me suis demandé d'ailleurs si dans la construction de ces personnages, il n'y avait pas ces deux éléments, à la fois la dimension romanesque et la dimension technique d'écriture qui vous a à un moment imposé un personnage pour qu'Alexandrin ne se retrouve pas tout seul. Vous avez raison. Je pense qu'à l'échelle d'un roman, effectivement, parfois le rythme du roman nous impose de créer un personnage parce qu'il va donner une fluidité. C'est pas tellement pour ça que j'ai créé Yvonne, c'est vraiment que pour le coup, Yvonne, je la connais. Elle est en redondance avec quelques amis à moi et quelques tantes italiennes qui étaient comme ça des cercles des poètes disparus à elles seules, des femmes tout en rondeur, assez fortes, mais qui avaient vraiment le cœur à la bonne place et voilà, qui malgré quelques mots écorchés, on va dire, et un vocabulaire ou un patois parfois assez franc du collier, mettaient en avant vraiment l'amour des autres et la tendresse qui les habitait. Donc Yvonne est de ces femmes-là. Et pour revenir au personnage d'Alexandrin, bah, c'est le regard qui va nous raconter cette histoire. Je suis parti cette fois-ci sur ce premier roman, effectivement, sur un regard masculin. Mais c'est là que s'arrête ma ressemblance avec Alexandrin, puisque moi je suis plus taureau dans la vie. Là, c'est vraiment une parle de sensibilité. J'avais envie de travailler un personnage comme ça, masculin, sensible, presque efféminé quelque part dans sa sensibilité, et je trouve ça très beau de le dessiner comme ça. Et Marie, qui est aussi évidemment une femme excessivement sensible, mais d'une force à toute épreuve. Ouais, il est un peu évanescente parce que le roman est aussi une course derrière Marie pour essayer de se retrouver. C'est la Oui, je personne qui pense. Et échappe. puis, pour moi, le personnage principal du roman, c'est Marie. Certes, dans les yeux d'Alexandra, ça c'est un angle dans l'écriture, c'est venu comme ça, puis j'avais tellement commencé à écrire comme ça que j'ai pas voulu m'en découdre au bout d'un certain moment. Peut-être qu'un jour j'écrirai en essayant de substituer ma sensibilité à celle d'un personnage féminin. Pour l'instant, pour un premier roman, c'était pas forcément la chose la plus simple pour moi. Alors, Alexandrin et Marie vont se rencontrer par hasard dans un village en étant au même endroit et dans le même temps dans ce café des Lilas que tient Yvonne. Alexandrin attend ensuite avec une certaine impatience un prochain rendez-vous, un rendez-vous dont le temps est volé par un homme qui travaille pour le père de Marie. C'est une histoire d'amour que vous racontez, Barcella, mais est-ce que c'est aussi une histoire du temps entre les hasards et les contraintes ? Pour ce qui est du temps, c'est une histoire qui s'ancre dans l'époque actuelle, enfin l'époque actuelle, oui, puisqu'au départ, Alexandra rencontre Mylène par le biais d'un site de rencontre. Et ce sera la seule référence à notre époque, puisqu'ensuite j'ai eu envie de l'extraire du temps actuel et d'arriver dans les natures qui me plaisent, un petit village. J'ai souvent pensé au village de la Baume en Ardèche quand j'ai dépeint le café des Lilas et quand j'ai dessiné cette histoire-là. Et j'ai eu envie d'avoir des personnages, effectivement, peut-être un peu plus proches des récits de Marcel Pagnol. Je pense que je me suis peut-être, en tout cas, laissé porter par la tendresse d'un film comme Le Château de ma mère ou La gloire de mon père. C'est dans cette légèreté-là que j'ai voulu dessiner la tendresse de ces personnages. Donc, elle est à la fois dans notre époque et en même temps, j'essaye de l'inscrire hors du temps, cette histoire. Voilà ce que je peux vous dire pour la temporalité. Quand Marie va devoir partir un peu rapidement, Alexandrin ne connaît pas vraiment Marie, alors que Marie connaît un peu plus Alexandrin, ce qu'il est en dehors de leur temps de rencontre, ce qui n'est pas réciproque, sauf qu'elle lui donne quelques éléments de biographie pour essayer de la retrouver, et comme par hasard, c'est la grande horloge du village qui a un lien familial avec elle. Donc là aussi, je me suis dit que c'était aussi un rapport au temps particulier que vous aviez travaillé.
L'horloge est très belle. Enfin, puis c'est le grand-père de Marie était lui aussi dans les métiers du bois. C'était un artisan aux mains d'or et donc ça me faisait un joli lien avec le travail d'Alexandrin. Et puis cette vieille horloge a tout ce qu'on peut aimer de l'onirisme puisqu'il se rencontre sous la mécanique de l'horloge. Et là, on renvoie à quelques références, même si elles sont très éloignées de ce que j'ai écrit. Mais je me rappelle petit avoir beaucoup aimé ce passage dans Retour vers le futur où, où le doc et Marty vont convoquer la foudre sous l'horloge de l'hôtel de ville. Et Pour essayer d'avoir voilà, l'énergie suffisante pour atteindre la les vitesse 88 que la miles à DeLorean va le l'heure. faire partir dans un C'est autre ça. temps. Mais on est dans une autre, là, on est dans un autre style, mais c'est vrai que très tôt, j'ai trouvé que la mécanique des horloges et le rapport au temps avait quelque chose de poétique. Et puis, je pense que ça renvoie aussi un petit peu à tous les contes qu'on a pu lire lorsqu'on était petit. En retard, toujours en retard. Je me rappelle de ce lapin. C'est dans Alice au Pays des Merveilles, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Vous l'avez dit, c'est un roman qui à la fois est dans l'actualité, hors de l'actualité, dans notre réalité et puis dans le conte. Ce que vous faites aussi avec le nom des personnages que vous avez choisis, Marie, elle s'appelle Marie, Mariposa, qui en espagnol veut dire le papillon, Alexandrin. Bon, déjà, c'est tout un nom, mais son nom de famille, c'est l'amoureux. Voilà aussi encore un nom très évocateur. Il y avait eu un jeu pour vous, Barcella, à justement vous amuser de la charge symbolique des prénoms et des noms, parce qu'il lui faut aussi remarquer que Marie est l'anagramme d'Aimé. Tout est codé. Oui, alors, c'est une délicatesse que je souhaitais m'offrir parce que des personnages vont nous suivre, hein. C'est une bonne année d'écriture, un roman, ça peut être plus, mais moi, je suis parti sur une année d'écriture et j'avais besoin, comme dans la chanson, de savourer les mots. Et comme les prénoms des personnages reviennent souvent, effectivement, Marie, l'anagramme d'Aimé, c'est l'un des prénoms que je chéris le plus. Alexandrin l'amoureux, c'était un clin d'œil habile à Robert Lamoureux, que je cite pas mal dans ce roman, euh, voilà, qui est un auteur qui m'a bercé aussi. Petit, mes parents écoutaient beaucoup Brel, Brassens, Bourvil et Robert Lamoureux avec quelques chansons et de très jolis poèmes. Autant il y a des textes en exergue du livre, autant vous terminez aussi par une autre citation qui est justement une citation de Robert Lamoureux. Une Celle citation de Robert Lamoureux, oui, bien sûr, puisque dans l'éloge de la oui, fatigue. c'est le clin d'œil central de ce livre. Et puis ensuite, les autres personnages, Yvonne, c'est ce que je vous disais, la patronne du Café des Lilas, qui est une boule de tendresse. J'aime bien Yvonne. Et puis ça résonne vraiment. Je sais pas, il y a du masculin et du féminin dans Yvonne. Il y a Yves, Yvonne. Enfin voilà. Et puis je connais une Yvonne qui a cette carapace qui cache une sensibilité absolument magnifique. Après, bon, effectivement, dans les ombres, en tout cas passagères de ce roman, on a Barbitus, Femme de main. Barbitus, Femme de main Je du trouvais père que de Marie. Barbitus, voilà, il y a le us, il y a la barbe, il y a le côté escogriffe que j'entends bien dans ce prénom. Pierrot, Pierrot, c'était effectivement la pierre et l'eau. On a deux éléments à l'intérieur de ce prénom et il a d'abord un cœur de pierre et ensuite on sent que c'est un garçon qui est beaucoup plus sensible et fluide dans ses émotions. Donc Pierrot, ça marchait bien. Lola, je trouve la musicalité de ce prénom, c'est la meilleure amie de Marie qui l'a donné aussi, qui elle, pour le coup, correspond à ce que vous disiez tout à l'heure, qui va être une aide. Voilà un personnage que j'ai pu créer vraiment pour donner de la fluidité entre Marie et Alexandrin, plus que le personnage d'Yvonne. Mais Lola, voilà, est une fille plutôt diaphane physiquement, très belle sensibilité aussi et une amie véritable. J'avais besoin d'avoir ce sens de l'amitié. Évidemment, il y a Thérèse qui est la, comment dirais-je, la femme qui a recueilli qui a recueilli Pierrot, pardon, en fait, et qui s'occupe un petit peu du manoir de Pierrot, qui est une vieille femme bourrue qui, pour le coup, est tout à fait en correspondance avec mon arrière-grand-mère, la mère Cécile, qui étaient des femmes d'un autre temps, qui avaient, voilà, qui ont vécu plusieurs guerres et puis alors moi je viens d'une famille italienne, hein, donc n'y voyez pas comment dirais-je, un prolongement du modèle patriarcal, mais c'est vrai que dans ces familles italiennes-là, ma mère Cécile, c'était la femme qui faisait la potée pour toute la famille et pour ses filles qui allaient à l'usine à ciment à Couvreau. Et donc Thérèse, je l'ai vue derrière ses fourneaux parce que c'est l'image que j'avais de ma grand-mère à ce moment-là. Et voilà, j'ai cherché dans tous ces personnages-là, finalement. Ah oui, il y a le bibliothécaire aussi, qui est de remplacement. Voilà, c'est une caricature profonde parce que j'avais besoin d'un chapitre léger où on rigole. Et donc, notamment c'est un culturiste qui, voilà. Ouais. C'est un culturiste qui remplace René, la bibliothécaire habituelle.
qui s'est fait le coccyx. Et lui, l'espace d'un chapitre, en tout cas, apporte une forme de légèreté. J'avais besoin de travailler comme ça entre des sensations très légères, des sensations plus pesantes. Et tout au long de cette histoire, de cet éveil, parce que c'est un éveil pour Alexandrin et pour Marie et pour différents personnages qui peuplent ce roman, j'avais envie, en tout cas, de balayer un panel large d'émotions. On y passe du rire aux larmes. Dans Les Papillons, votre premier roman paru aux éditions Cherche Midi. Alors, dans ces podcasts, Barcella, on s'intéresse aussi à la relation qu'entretiennent les auteurs avec leur éditrice, ici Marie Misando, qu'on va entendre dans un instant. Mais la première question, elle est pour vous sur ce sujet, Barcella, savoir qu'est-ce que vous avez attendu de votre éditrice en plus pour un premier roman. Alors c'est une histoire assez belle d'ailleurs. J'en suis plutôt touché. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, c'est un petit peu avant la crise sanitaire, si vous voulez, le premier confinement. Et le premier confinement m'a vraiment donné une rigueur pour écrire davantage. Et très rapidement, par l'intermédiaire de quelques amis artistes, j'ai eu le contact de 2 éditeurs importants, dont le Cherche Midi, par le biais de Kali notamment, chanteur que nous connaissons tous et qui est un bon copain, et aussi par le biais de Blancas, Guillaume Blancas, qui est aussi un groupe qui continue à tourner et qui a eu un joli succès. Et en fait, Blancas m'avait donné ce numéro. Et j'ai envoyé, je crois, les 6 ou 7 premiers chapitres. Les 2 éditeurs m'ont répondu et m'ont donné un intérêt véritable, mais le Cherche Midi a répondu avec une finesse qui m'a davantage rencontré. Et surtout, très tôt, ils m'ont dit, nous, on a lu 7 chapitres et on y va. On te publie avant même de connaître la fin du roman. Et j'ai trouvé cette audace assez délicieuse, excessivement motivante à l'époque du confinement, si vous voulez. C'est-à-dire que c'était pas une demi-proposition, c'était une vraie proposition. Donc très naturellement, mon premier choix s'est tourné vers eux. Donc c'est eux que j'ai eu ensuite beaucoup plus facilement au téléphone. J'ai continué à faire lire rapidement au 2e éditeur qui avait un intérêt véritable. Et ensuite, mon cœur a penché sans regret aucun pour le Cherche Midi. Donc j'apprécie aussi la ligne éditoriale et je pense qu'ensuite c'est un rapport de confiance. Après avec Marie, on a, pour le coup, je reprends mon expression, bien détricoté ce... Voilà, ça ressemblait à quoi les 6-7 premiers chapitres et puis les suivants que vous avez envoyés par rapport au texte final? Oui, on va dire qu'il aurait pu faire 330 ou 340 pages et qu'il en fait 240. Donc on a enlevé une centaine de pages et Marie là-dessus a un très joli compas dans l'œil et un sens du rythme. Et elle m'a aidé à enlever des longueurs qui n'étaient pas nécessaires et c'est sans regret. Donc j'ai parfois sacrifié quelques jolies tournures ou quelques phrases que je trouvais intéressantes, mais je les ai gardées dans mes cahiers pour plus tard. Et on a conçu que, en tout cas, on a acquiescé l'idée selon laquelle le rythme devait prévaloir et une belle histoire n'est pas forcément une histoire longue où il fallait éviter de tomber dans le verbiage. Et peut-être au départ l'excès de quelqu'un qui se lance dans un premier roman. Au départ, on a peur de ne pas réussir à écrire suffisamment, alors on a tendance à en faire plus. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment à cœur de travailler avec Marie parce que son regard a permis de ne garder que le sucre de cette histoire. Effectivement, c'est un roman 240 pages par rapport aux 300 et quelques que vous avez proposé au début, mais avec des chapitres extrêmement brefs qui permettent justement de donner un rythme et un allant à cette histoire. Vous l'avez dit aussi, Barcella, vous vous reconnaissiez dans la ligne éditoriale des éditions du Cherche Midi, c'est-à-dire aussi que vous étiez un lecteur, et vous êtes toujours un lecteur, de ce qui se publie dans cette maison d'édition, aussi bien pour ce qui est de la partie fiction que de la partie non-fiction? Alors, je dois être honnête, je ne suis pas un gigantesque lecteur. C'est d'autant plus que depuis que je commence à faire quelques interviews par rapport à ce roman, je découvre la passion des lectrices et des lecteurs qui lisent quelques livres par semaine à une époque de ma vie où je vais lire quelques livres par an. Donc, on peut difficilement considérer que je suis un lecteur comme les lectrices et lecteurs, par exemple, d'autres sites comme Babelio qui vraiment dévorent des romans. Ou comme votre site, bien sûr. Je vais avec ces personnes. En tout cas, effectivement, là depuis, ils m'envoient quelques romans. Ils ont eu de la sympathie, c'est l'avantage d'avoir un éditeur généreux. C'est quand ils ont une belle parution, ils m'envoient un livre. Donc là, j'ai Petite à la maison. J'ai Obama 1964 aussi à la maison. J'ai quelques livres comme ça que je vais pouvoir... il m'avait envoyé un livre sur l'arbre monde, je crois que ça s'appelait comme ça, un livre sur la nature, très très joli. Ouais. L'esprit des arbres. Et puis voilà, donc je me nourris de ça. Et puis après, quand je dis que j'aime aussi leur ligne éditoriale, c'est aussi une question d'élégance. Par exemple, il y a des maisons que je ne citerai pas, mais dont je n'apprécie pas du tout le logo. Alors c'est des petites choses, hein. On est sur une question de forme et pas de fond.
Mais c'était le petit plus du Cherche Midi. J'ai trouvé que leur logo et même le nouveau logo était fin, il était discret. Il venait se poser sans prétention sur les ouvrages et voilà, j'ai retrouvé une finesse. Et notamment, c'est ce qui m'a fait apprécier beaucoup Marie, mon éditrice. En l'occurrence, c'est que j'ai adoré un certain nombre de couvertures de livres au Cherche Midi. Et en fait, je me suis rendu compte que les 3/4 de ces couvertures avaient été notamment dirigées par Marie Misando, à qui on va laisser la parole. Mais pour le coup, j'étais d'autant plus confiant que j'aimais le travail qu'elle a produit avec d'autres artistes. Ça s'appelle Les Papillons, votre roman paru aux éditions du Cherche Midi Barcella. Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère se poursuit donc en votre compagnie, Marie Misando. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'éditrice de Barcella pour ce roman Les Papillons, dans lequel il a inventé lui aussi une Marie, dont il souligne que l'anagramme de votre prénom est Aimé. Vous venez de l'entendre nous parler de votre travail en commun. Quel est votre point de vue justement sur ce qu'il a dit et notamment sur le point d'origine de votre histoire? Il a envoyé 6 ou 7 premiers chapitres et tout de suite vous avez senti qu'il y avait un potentiel et que vous pouviez l'accompagner jusqu'au bout. Oui, en fait, à la réception des premiers chapitres, on a été séduit, vous l'avez dit précédemment, de ce roman qui était un peu hors temps. Il y avait un charme désuet dans ses premières pages, un choix des mots, du vocabulaire, de la poésie. On sentait qu'il y avait une histoire qui pouvait fonctionner, qui allait un peu contre les tendances, parce qu'en librairie, enfin dans les romans français, et voilà, chaque année on a des tendances, des livres. Et là, c'est un livre qu'aurait pu paraître il y a 10 ans, qui pourrait paraître dans 20 ans. L'action, la temporalité, c'est pareil, ça se situe, on peut le situer de nos jours, mais il peut se dérouler aussi dans les années 50, 60. C'est quelque chose qui m'a beaucoup séduite. Et puis après, tout le travail, c'était un moment assez génial parce que le choix des mots, la sensibilité de Barcella, le travail qu'on a fait était intéressant. Il parlait de tout à l'heure qu'on a effectué, il y a beaucoup de choses. C'est assez rare d'avoir un auteur qui accepte de transformer son ouvrage et en fait tout s'est fait, enfin tout a été très fluide. Et ce qui était assez amusant justement sur cet ouvrage, c'est la musicalité. C'est-à-dire que Barcella vient du monde de la chanson, des mots. On a beaucoup travaillé en lisant des passages en fait, et quelquefois on remplaçait, enfin on cherchait, il y avait des passages où on bloquait, c'était un travail assez long, mais en les écoutant en fait, hein, des lectures à voix haute, c'était très intéressant. Je crois que c'était la première fois que je travaillais comme ça avec un auteur où il y a eu beaucoup de temps, beaucoup d'appels, puisque confinement. D'ailleurs, on s'est jamais rencontrés dans la vraie vie. C'est vrai. Et du coup, ouais, c'était une autre forme de travail, et plutôt divertissante et amusante et enrichissante en tout cas. C'est pas une évidence quand vous recevez 6-7 chapitres d'un premier auteur et qu'il faut tout de suite vous positionner, que tout de suite vous acceptez. Est-ce que vous vous souvenez de l'émotion que vous aviez à la lecture qui vous a permis de dire que voilà, ce premier roman, même s'il n'est pas encore achevé et loin de là puisqu'il reste tous les chapitres suivants, c'était un bon roman pour vous? Mais en fait, dans l'édition, c'est toujours des paris, hein. C'est toujours, il y a une part d'intuition qui est assez énorme dans notre travail, et il y a des textes qu'on dit, on sait tout de suite que ça va pas nous convenir, ça nous touche pas, Et là, il y avait une forme d'évidence, comme je vous disais, par rapport à ce texte qui est un petit peu à contre-courant, enfin, de tout ce qu'on reçoit, en tout cas en ce moment. Donc, et puis après la rencontre, bien évidemment, même si elle reste toujours virtuelle. Ouais. Mais tout s'est fait très vite, et puis le contact a bien marché, donc voilà. Et effectivement, les premiers chapitres, on a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose. C'est toujours assez excitant et enrichissant de voir la naissance d'un auteur, son premier roman. Et moi, j'avoue, je vais pas mentir, je connaissais Barcella de nom, mais je n'étais pas vraiment intéressée à son travail. Enfin, voilà, parce que je connaissais pas vraiment. Et du coup, c'était très intéressant de voir ces deux facettes et de voir aussi comment toutes les influences qu'il avait musicales, poétiques, sont intervenues. Et moi, j'avais peur au début, j'avoue, de me dire,
encore un chanteur qui veut se lancer dans dans l'écriture, attention, enfin, voilà, j'avais peur de quelque chose de factice, et puis en fait, c'est pas du tout, parce que on n'était pas du tout là-dedans. Voilà, donc c'est super intéressant, et puis surtout de voir ce qu'on va pouvoir faire ensuite, enfin, si on va continuer, s'il y a des nouveaux projets, mais c'était une expérience, oui, intéressante, enrichissante, et puis une forme complètement différente de travailler justement, peut-être à cause ou grâce à cette musicalité, d'avoir autant d'échanges téléphoniques. Enfin, d'habitude, l'éditeur, enfin, souvent, on est avec le texte, on le corrige, on s'envoie des jeux d'épreuves, et on travaille comme ça. Et là, ça a été beaucoup plus dans l'oralité que dans l'écrit, finalement. Vous l'avez dit, Marie Misandeau, et puis Barcella l'a dit aussi tout à l'heure, ensemble, vous avez notamment travaillé la question du rythme, la question de la musicalité, en amaigrissant un peu le texte. C'était ça pour vous, véritablement, votre travail? C'était la lisibilité et puis donner un souffle, donner une énergie à ce texte pour livrer un roman final qui emporte par un rythme? Mais c'est toujours un peu le but, hein, quand voilà, de se mettre à la place du lecteur, et puis de voir qu'il y a des baisses de rythme, justement. Là, c'est un roman qui, dès le début, était très rythmé du fait de la construction de ces chapitres très courts qui vous happent, en fait, hein, parce qu'on a vraiment envie, parce qu'il y a c'est pas seulement une histoire d'amour, il y a vraiment une intrigue. Il y avait même un côté, moi je me rappelle à la première lecture, où enfin, il y a plein de références qui me venaient à l'esprit, et notamment un classique, mais il y a un côté Roméo et Juliette dans la première partie du roman, avec les familles, etc. Et le travail a pas été si dense que ça. C'est-à-dire que c'était surprenant d'ailleurs de voir qu'une première mouture pour un premier roman d'un auteur qui n'avait jamais encore écrit était déjà bien abouti, hein, je vais pas mentir. Il y avait, après, on a parlé de coupe justement pour alléger. Léger, c'est pas le mot, mais plus rythmé, plus. Et je crois qu'on est arrivé à quelque chose. Enfin, l'important, c'est toujours que l'auteur soit satisfait, mais je crois que les lecteurs sont contents aussi. Donc, c'est un premier roman qui fonctionne bien, et ouais, c'est une petite pépite. Enfin, je crois qu'on a bien travaillé. Un roman donc qui s'inscrit aussi dans une ligne éditoriale, celle du Cherche-Midi, dont vous êtes l'une des éditrices. Comment est-ce que vous pourriez définir cette ligne éditoriale et nous dire en quoi Les Papillons de Barcella s'y inscrit pleinement? Alors, le Cherche-Midi, c'est une maison d'édition qui existe depuis plus de 40 ans. On a beaucoup de collections. C'est une maison d'édition qui est très éclectique, puisqu'on publie à la fois de la littérature. On a une belle collection de littérature étrangère qui va de textes très grand public à des textes beaucoup plus pointus. On fait de la non-fiction, de la fiction, mais on a toujours eu cette part, enfin, on reste toujours ouvert à des découvertes. Et on va dire, les romans peut-être qui s'inscrivent, j'aime pas ce mot, mais les romans d'été, enfin là, ça collait complètement avec quelque chose un texte, donc Les Papillons, très lumineux, très, enfin voilà, qui tombait, en plus, qui est sorti donc début avril cette année. Tout à l'heure, il parlait du choix de la couverture, etc. Alors j'avais un peu peur parce que Marcella sait aussi ce qu'il veut. Ouf, la couverture, ça va être compliqué. En fait, bah pareil, ça s'est fait très vite. Il y a une évidence qui s'est fait aussi. Et on a trouvé cette couverture qui est à l'image du roman, qui est très belle, très lumineuse, et qui est douce aussi, et ça s'est fait, voilà. Donc oui, ça rentre, donc pour revenir à votre question, dans notre ligne éditoriale, de découvrir aussi des nouveaux talents, mais dans cette mouvance de premier roman de printemps, comme ça, c'était évident aussi, quoi. Je reviens justement sur l'objet livre, la couverture que vous avez évoquée, parce que pour les auditeurs qui ne l'auraient pas encore vu, c'est voilà sur un fond orange-jaune, on voit une femme qui baisse légèrement la tête, et puis il y a derrière elle des ailes de papillon, sur ses cheveux il y a un papillon, et puis sur les angles en haut à gauche et à droite il y a aussi des ailes de papillon. Comment est-ce que vous travaillez ces couvertures, ces objets qui sont des objets qui se remarquent aussi et qui porte le ton du roman que l'on va lire par la suite? Là, c'était un travail. Mathieu, Barcella nous avait envoyé des images, des choses qu'il avait envie de voir. Très vite, on a expliqué aussi que dans l'édition, c'est quelque chose de complètement différent dans le monde du disque, enfin en tout cas de la musique. C'est pas les mêmes importants. Moi, je lui disais depuis le début, ce qui était important, c'est que cette couve
soit intemporel aussi, que ça soit pas un objet qui se démode, qu'on soit pas dans une couve qui fasse une couverture qui fasse magazine ou quelque chose qui s'inscrivent dans une mode, parce qu'on le voit aussi dans les librairies, dans les rayons, on a quand même des choses qui se reconnaissent, mais qui font partie de tendances, qui dans 2 ou 3 ans. Et je vais expliquer que son roman, un livre, c'est un objet qui va rester dans le temps. Donc, c'était vraiment important qu'on soit sûr. Pour revenir, on s'était donc échangé des images. Et puis très vite, on a travaillé avec un graphiste qui s'appelle Michael Cugna, qui est très doué. Et je crois que cette image, cette femme, justement, le portrait que vous évoquez là sur la couve, qui est ce visage en noir et blanc, c'est une très jolie photo et qui a un côté aussi désuet, un peu hors temps, qui s'inscrivait. L'idée, ça a été ça s'inscrivait, c'était vraiment en adéquation avec ce roman et c'était de la moderniser. Alors, pas tomber dans le cliché, le roman s'appelle Les Papillons, on va mettre des ailes et des papillons partout. C'était d'arriver à avoir entre les deux et d'avoir un bel objet qui plaise et qui reste aussi intemporel. Et après, le travail des vernis, etc. Alors là, c'est plein d'essais, plein de choses, les couleurs. Jusqu'au dernier moment, on avait un doute sur la 4e de couverture, sur le fond, etc. Mais je crois qu'on est tous aussi très contents. Peut-être il n'y a pas eu trop de frustration dans toutes ces histoires, tout s'est bien passé et la couve est vraiment très, très jolie, très lumineuse, à l'image du roman. Absolument, une couverture et un texte qui s'appelle Les Papillons, qui est paru aux éditions du Cherche Midi, Barcella et Marie Misando. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. C'était Ce qui se lit, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.